Fond de Latte. Voici une affaire de 1924, le meurtre de Louis Boulet à Paris. C'est une enquête dans laquelle on ne dispose que d'une seule preuve. Une preuve qui est fournie par la police scientifique. En 1924, elle est capable, figurez-vous, d'analyser des poussières au microscope. Et donc pour le débrief, naturellement, c'est vers un scientifique que je me tournerai, Philippe Marion, expert au laboratoire de police scientifique de Lille et historien de la police scientifique à travers un livre aux éditions 81 qui s'appelle « La véritable histoire des experts ». J'ai écrit cette histoire avec Nicolas Loupien, réalisation Boris Paczynski. Europe 1, Christophe Fond de Latte. Nous sommes le 8 juin 1924 à Paris. Il est 6 heures du matin. Le jour est en train de se lever. Et juché sur son vélo, Antoine Courtine, qui est serrurier, est en route pour son travail. Il traverse le bois de Boulogne et arrivé au niveau de la porte d'Auteuil, à proximité de la caserne de Gravilliers, il sent une drôle d'odeur. Une odeur de bidoche pourrie. Alors il s'arrête. Il descend de vélo, il pose le vélo et il commence à farfouiller. Et dans un taillis, il aperçoit un gros paquet bien ficelé. Un paquet d'où émerge une main. Il remonte dardard sur son béclot et il file prévenir la police de Boulogne-sur-Seine. Quand les policiers arrivent sur place, ils ouvrent le paquet et ils découvrent le corps d'un homme, nu, en état de décomposition avancée. Il est plié en deux et saucissonné par une corde. Regardons son crâne. Oh ben on l'a pas loupé, vain Dieu. Son crâne est défoncé. Et à côté du corps, les policiers trouvent des vêtements qui semblent lui appartenir. L'autopsie de ce cadavre est réalisée par un certain docteur Paul. Il m'est avis que cet homme a été tué d'un coup derrière la tête. Un ou plusieurs coups d'ailleurs, portés soit avec une bûche de bois, soit avec une massue ou quelque chose de ressemblant. Deuxième chose, nous avons ici et là, au niveau des épaules, des ecchymoses qui sont importantes et qui, à mon avis, proviennent d'une chute. Une chute qui est antérieure à la mort. Donc cet homme, on l'a fait tomber et on lui a asséné plusieurs coups de bûche ou coups de gourdin derrière la tête. Bon, maintenant il faut lui coller un nom à ce cadavre. On a quelques indices. Gardons son canotier. T'as vu, il y a des initiales dedans. L, B. Et regarde, on a les mêmes ici sur sa veste et sur sa chemise. Tu vois? Encore L, B. Et on a aussi sur chaque étiquette l'adresse du magasin où les vêtements ont été achetés. Inspecteur Bethuel, venez donc. Allez au palais de justice et consultez la liste des disparus. On cherche un homme dont les initiales sont L et B. D'accord? Disparu depuis quand, commissaire? Depuis 2 semaines maximum. D'après le légiste, la mort remonte à 1 ou 2 semaines. L'inspecteur va donc fouiller dans les fiches cartonnées et il revient avec un grand sourire. Je pense que j'ai trouvé, commissaire. On a un disparu du nom de Louis Boulet, 69 ans. Ça colle bien avec les initiales LB. Et par ailleurs, de tous les disparus enregistrés ces dernières semaines, il est le seul qui a été signalé comme portant un canotier. Louis Boulet, vous dites?
Que sait-on de lui? Eh bien, il habitait avec sa femme rue Passano. C'est un ancien maître d'hôtel de l'ambassade d'Espagne. Et depuis 10 ans, il était garçon-livreur chez un négociant en pâte à bois. Garçon-livreur? De la pâte à bois? Ça ne l'exposait pas à grand-chose, ça. Détrompez-vous, commissaire. Il était assez souvent chargé d'effectuer des encaissements pour le compte de sa maison et de porter par ailleurs à la poste des plis recommandés, ainsi que de la correspondance ordinaire. Selon sa fiche de disparu, le 30 mai, lendemain de l'Ascension, Louis Boulet est parti de chez lui vers 6h du matin pour aller travailler. Et aux alentours de 10h, son chef l'a envoyé à la poste de la rue d'Amsterdam pour poster des lettres et déposer des pneumatiques. Et pour ça, il lui a donné 100 francs pour acheter les timbres. Et c'est ce qu'il a fait puisque les lettres sont arrivées à destination. Mais depuis, plus de nouvelles. Personne ne l'a revu vivant, parce que le cadavre putréfié, il y a fort à penser que c'est le sien. Pour être certain que c'est lui, c'est pas bien compliqué. Il n'y a qu'à aller voir sa femme. Il faudrait que vous nous accompagniez, madame, à l'Institut médico-légal. Nous vous présenterons le corps et vous nous direz s'il s'agit bien de votre mari. Si vous pensez que c'est lui, pourquoi m'imposer cela? Eh bien, parce que nous avons un doute. Votre mari n'était pas loin d'avoir 70 ans, n'est-ce pas? Or, le corps nous paraît être celui de quelqu'un de plus jeune. Je dirais dans les 50 ans. Mon mari faisait, en effet, beaucoup plus jeune que son âge. Venez avec moi, madame, et nous serons fixés. À l'Institut médico-légal, on présente d'abord les vêtements à sa femme. Oh, ce sont les siens. Je les reconnais. Et ensuite, on lui montre le cadavre qui, soyons clairs, compte tenu de sa décomposition, est quasi méconnaissable. Il avait une importante déformation au pied droit. Montrez-moi. Oh mon Dieu. C'est lui. C'est bien lui. C'est mon pauvre mari. Ça, c'est fait. Mais rien n'est réglé pour autant. Ce Louis Boulet a-t-il été tué là où on a retrouvé son corps, c'est-à-dire en bordure du bois de Boulogne? Et pourquoi diable, d'ailleurs, l'a-t-on tué? D'après les constatations faites sur place au moment de la découverte du cadavre, le meurtre n'a pas eu lieu là. Et le cadavre n'était pas là depuis longtemps, sinon d'autres personnes l'auraient découvert bien avant le serrurier. Il a sans doute été déposé là la veille de sa découverte. Quant au mobile, une hypothèse tient la route. Bon, d'après ce qu'on a pu établir quand il est parti de chez lui le matin de sa disparition, ce Louis Boulet avait sur lui une très belle montre en or, un double boîtier, et une chaîne à maillons d'or et d'argent. Il avait aussi sur lui son portefeuille avec quelques centaines de francs. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment combien. Et bien entendu, il avait ses papiers d'identité. Et bien tout ça a disparu. Je pense que c'est le motif du crime. Non? Si, possiblement. Mais est-ce que le meurtrier n'a pas imaginé qu'il avait beaucoup plus que ça sur lui? Parce qu'il était garçon de bureau. Parce qu'il encaissait souvent de l'argent en liquide pour son entreprise. Auquel cas, le tueur s'est trompé de jour. Parce qu'on a vérifié auprès de l'entreprise. En dehors de son argent personnel, il n'avait rien d'autre sur lui ce jour-là. Du coup, est-ce que par hasard, Louis Boulet fréquentait des marlous? Bon, ses proches disent qu'il déjeunait souvent dans des restaurants du quartier de l'Europe et qu'il fréquentait aussi souvent des débits de boissons aux alentours de la gare Saint-Lazare, où il jouait aux courses de chevaux et où il servait, c'est ce qu'on m'a raconté, où il servait souvent d'intermédiaire avec des boucs. Il a peut-être fait une mauvaise rencontre. Quand on parle de boucs, soyons clairs. Ce policier ne parle pas du mal de la chair.
Non. Il parle de bookmaker. Eh oui. En 1924, on a déjà recours à des anglicismes. Bon, vous allez sur place avec une photo de lui, voir si les gens le reconnaissent. On va faire comme vous dites, patron, mais la seule photo que sa femme nous a donnée date d'il y a 20 ans. Et d'après ce qu'elle nous a dit, il avait pas mal changé. Ils y vont, mais personne ne le reconnaît. Donc, si on se résume, en tant que garçon de bureau chargé des encaissements, Louis Boulet avait souvent beaucoup d'argent sur lui. Et en plus, il fricotait dans le milieu des courses. L'hypothèse la plus probable est que donc il est tombé dans un guet-apens. Que ceux qui l'ont attaqué se sont juste trompés de jour. Ils pensaient qu'il avait beaucoup plus d'argent sur lui. À côté de ça, les policiers ont décidé dans cette affaire de faire appel aux dernières inventions de la police scientifique. Dites-moi, appelez-moi l'identité judiciaire et demandez à Edmond Bail de passer me voir. Edmond Bail est le chef de l'identité judiciaire. Il est licencié S-Physique. C'est un ancien élève de l'Institut Pasteur. Et il vient de créer un laboratoire très, très novateur. Je vous remercie pour votre confiance, commissaire. Vos hommes ont, je crois, prélevé des cheveux sur le corps de la victime, c'est ça? Eh bien, je vais les soumettre à une analyse physico-chimique. Et je vous tiens au courant. Et donc, Edmond Bail se lance dans l'étude de la tignasse de Louis Boulet. Les cheveux qu'il étudie longuement au microscope. Et voilà ce qu'il en tire. J'ai trouvé dans les cheveux de la victime de très nombreux grains de charbon, et aussi des grains de sable, ainsi que de la sciure de bois et de petits éclats de pierre à angle vif. Substance que j'ai aussi trouvée d'ailleurs sur son pantalon, au niveau des reins, et sur son dos, au niveau des épaules. J'ai découvert des taches noires qui semblent être constituées de poussière de charbon très fine. Et j'ai trouvé par ailleurs 2 petits insectes qu'on trouve généralement dans les endroits obscurs. Une précision concernant la sciure de bois, elle provient de 2 espèces différentes que j'ai identifiées au microscope. Du pin et du chêne. Félicitations, Bail. Je suis fasciné par ce que la science peut faire aujourd'hui pour nous. Et alors, qu'en concluez-vous? Eh bien qu'avant d'être déposé au bois de Boulogne, le cadavre a sans doute séjourné quelques jours dans un lieu sombre, à l'abri de la lumière, et dans lequel il y avait du charbon, du sable et de la sciure de bois. Je dirais vraisemblablement qu'il s'agit d'une cave. Fascinant. Le commissaire a raison. Je peux vous dire qu'en 1924, un tel apport de la science dans une enquête de police est un événement. Mais dans l'immédiat, ça n'apporte pas grand-chose. Une cave. Quelle cave? On va pas fouiller toutes les caves de Paris. On de la raconte, la suite de votre récit. Pendant ce temps-là, les policiers explorent la piste des courses de chevaux. Boulet avait une passion pour les courses. Il jouait beaucoup, et souvent. Pour lui, mais pas que. Il servait aussi d'intermédiaire, c'est-à-dire que les gens lui confiaient de l'argent et le chargeaient de jouer à leur place chez un book, en prélevant une commission, bien sûr. Bon, on a retrouvé un de ses clients, patron. Un concierge de la rue Chaussée-d'Antin. Le matin de sa disparition, Boulet est passé chez lui. Et le concierge lui a donné de l'argent pour qu'il aille jouer chez un book sur une liste de chevaux qu'il lui a confiée. Ah! Donc Louis Boulet avait sur lui plus d'argent qu'on ne le pensait. Et peut-être beaucoup plus. Les policiers ont fouillé son bureau chez son employeur. Sous le coussin de son fauteuil, ils ont retrouvé un journal de course avec le nom de 2 chevaux soulignés au crayon rouge. Et ils ont découvert que 2 jours avant de disparaître, il a parié sur ces 2 chevaux chez un book pour son propre compte, avec son propre argent.
Bon, alors j'ai regardé, hein. Les chevaux en question s'appellent Libre Pirate et Star Saphir. Et figure-toi qu'ils ont gagné. Libre Pirate lui a rapporté 40 francs, et Star Saphir 108 francs. C'est pas mal, hein? Pour 5 francs de mise seulement, hein? Ça se confirme. Boulet avait probablement sur lui, quand on l'a tué, plus d'argent qu'on ne le pensait. Le sien, plus celui du client qui lui avait demandé d'aller placer une forte somme chez un bookmaker. On avance, et on avance encore plus quand les policiers identifient un autre de ses clients. Un concierge, lui aussi, d'un immeuble de la rue Mogador. Un gros client qui avait pour habitude de le recevoir discrètement dans une cave de l'immeuble. Tiens. Le concierge en question prétend qu'il n'a pas vu Boulet le jour de sa disparition. Mais peut-être est-ce qu'il ment. Peut-être que Boulet est passé chez lui et que l'autre l'a fait descendre à la cave et que, bim, il l'a zigouillé. Le juge d'instruction ordonne immédiatement l'arrestation de ce concierge, grand amateur de courses de chevaux, qui s'appelle Lazare Tessier. Et au passage, il perquisitionne son appartement et sa cave. Et pour l'occasion, ils font venir Edmond Bail, le patron de l'identité judiciaire, lequel commence par trouver une tache de sang mal lavée dans le vestibule de l'escalier. Et dans la cave... Vous avez vu, commissaire? Regardez, ici on a de la sciure de bois. Et ici nous avons du charbon. Je vais les prélever et les analyser. Mais je parierais bien qu'ils correspondent aux fragments retrouvés sur le cadavre. Edmond Bail met tout ça sous l'œil de son microscope. Et voici la réponse. Nous avons une ressemblance absolue entre les prélèvements réalisés dans la cave et ceux retrouvés sur le cadavre de la victime. Et j'ajoute que j'avais isolé sur les vêtements une tache de vernis rouge qui s'avère être parfaitement identique à un vernis rouge retrouvé sur un morceau de bois dans la cave. Ah ben voilà, on l'a trouvé, l'assassin de Boulet. C'est ce concierge amateur de chevaux de course qui vient donc d'être placé en garde à vue. Vous maintenez que vous n'êtes pour rien dans la mort de Louis Boulet? Ah ouais, je le jure. J'y suis pour rien. Enfin, demandez à ma femme, je l'ai pas vu Boulet ce jour-là. On demande à maman et elle confirme. Ah ben il ne l'a pas vu, j'en suis certaine. Et j'ajoute que je les ai pas entendus se disputer tous les deux. Jamais. Mon mari n'est pas coupable de l'horrible crime dont vous l'accusez. J'en suis absolument sûr. Elle en est sûre, mais pas le juge ni les policiers. D'autant que dans sa cave, ils ont aussi trouvé un ticket de métro. Un ticket acheté le matin de la disparition de Boulet à la station Georges V. Station où le mort allait tous les matins. Et puis, dernier élément qui finit de convaincre les policiers, un témoin, un ancien jockey, affirme qu'il a vu Tessier dans le secteur du bois de Boulogne le matin où on a découvert le cadavre. Moi, je l'ai vu descendre d'une camionnette. Il avait un tablier bleu et il allait vers la porte Dauphine. Le juge et les policiers n'ont plus aucun doute. Ce Lazare Tessier est l'assassin de Louis Boulet. Mais alors pourquoi diable l'a-t-il tué? On a une piste. Tessier jouait beaucoup et il perdait souvent. Il était sur la paille. Il devait de l'argent à tout le monde. La veille du crime, il a voulu emprunter 12 000 francs, ce qu'on lui a refusé. Ça l'a rendu fou. Certains disent qu'il était prêt à se jeter dans la Seine. Et il s'est dit sans doute que Boulet avait beaucoup d'argent sur lui. Il arrivait dans le cadre de son métier d'encaisseur qu'il ait sur lui jusqu'à 100 000 francs. Sauf que le jour où il l'a tué, il n'avait pas un fifrelin dans sa poche. Pas de bol, Tessier. Pas de bol.
mois, jour pour jour, après le crime, Lazare Tessier comparaît devant la cour d'assises de la Seine. Au pied de la cour, 2 femmes en deuil. La femme et la fille de Louis Boulet, toutes habillées en noir. Et lui alors? Eh bien lui, il est assis entre 2 gardes. Et comme il est myope, il passe tout le début de l'audience à essuyer ses lorgnons, pendant qu'on lit l'acte d'accusation. Il a de l'allure, hein, notre concierge. Les joues bien rasées et la moustache longue, aux pointes cirées. Dans cette affaire, la seule preuve qui existe est scientifique. À part ça, aucun témoin, sauf le jockey qu'il a vu au bois de Boulogne le matin de la découverte du corps, mais qui, entre nous, lui aussi est un marlot. Et la preuve, c'est qu'il est cité comme témoin au procès et qu'il ne vient pas. Un autre témoin fait défection et c'est bien dommage. Un locataire de l'immeuble dont Tessier était concierge. Il a prétendu lors de l'enquête qu'il avait senti une odeur épouvantable, pareille à celle d'un cadavre, dans les jours qui ont suivi la disparition de Boulet. Le président passe à l'interrogatoire de l'accusé. Je rappelle ici que vous jouiez aux courses sous la forme de paris clandestins, ce qui est interdit par la loi de 1891. Tessier écoute tête basse. Il veut bien l'avouer, ce délit de paris clandestin. Mais toujours pas le crime. Madame Boulet raconte que son mari n'aimait pas descendre à la cave avec vous pour recevoir vos paris. Il a dit à sa femme que ça lui déplaisait. Est-ce que vous savez pourquoi, monsieur Tessier? Oh bah sans doute parce que dans la cave il avait froid, quoi. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de m'accuser d'avoir assassiné Boulet? C'est exactement cela, monsieur Tessier. Cela fait 1 an, vous fais-je remarquer, qu'on vous accuse. Eh bien, on a tort. J'avais aucune raison de le tuer, moi. J'ai jamais eu la moindre altercation avec lui. Et Tessier ne change pas de position pendant les 5 jours que dure le procès. Voici venue l'heure du réquisitoire de l'avocat général Chartroux. Je veux d'abord dire ici que Louis Boulet était un brave homme de 70 ans qui n'avait qu'un seul défaut. Il jouait aux courses et ce défaut a entraîné sa mort. Après la découverte du cadavre, les mois passèrent sans que le criminel ait été découvert. Il devait commencer à se réjouir, certain de son impunité. Mais il n'avait pas compté sur l'intelligence de notre police. Je n'ai pour ma part aucun doute sur la culpabilité de ce Lazare Tessier. Je n'en ai pas parce que grâce au travail de l'identité judiciaire, nous savons avec certitude que le cadavre a séjourné dans la cave de Tessier. Certitude. La cave de Tessier a marqué de son empreinte le cadavre de Boulet. Vous pouvez, messieurs les jurés, écarter sans retenue le spectre de l'erreur judiciaire. Reste une question. Tessier a-t-il prémédité son crime? Eh bien, voyez-vous, je ne le pense pas. À mon sens, le meurtre a été commis occasionnellement. Ce qui m'amène à ne pas forcément requérir la peine capitale. Ce sera donc à vous, messieurs les jurés, en votre âme et conscience, de disposer du destin de Tessier. Ça c'est très rare. Un avocat général qui, en 1924, exonère lui-même un accusé de la préméditation. Et c'est encore plus rare que pour un meurtre, un avocat général ne réclame pas la peine de mort. C'est un honnête homme, cet avocat général. Il est l'heure maintenant d'entendre l'avocat de la défense, maître Albert Gautrat. Depuis 1 an que je vis ce drame, je me suis penché sur lui pour en connaître le mystère palpitant. Et je dis ici, que valent les preuves de l'accusation?
Il est impossible de ne pas être saisi d'angoisse lorsqu'on examine l'échafaudage si laborieusement construit par le ministère public. On nous dit que les preuves sont scientifiques. Mais pouvons-nous avoir ici la certitude que cette science nouvelle ne se trompe pas? Non, non, nous ne pouvons pas avoir de certitude. Et je vous rappelle ici que si vous avez un doute, le moindre doute, alors votre devoir est d'acquitter mon client. Un arrêt qui ne s'appuie pas sur la certitude est plus criminel que le crime. Plus criminel que le crime, vous entendez? Cela étant, moi, j'ai plus qu'un doute. J'ai la certitude que l'accusé est innocent. Totalement innocent. Il est 23 heures. Maître Gautrat, la voix étranglée par l'émotion, arrive à la fin de sa plaidoirie. N'oubliez pas, messieurs les jurés, que si trop souvent des hommes innocents ont présenté un front pur à l'échafaud ou franchi la porte du bagne, c'était toujours parce que leurs juges confondaient leurs propres croyances avec une certitude. Les jurés se retirent pour délibérer. Une heure plus tard, ils rendent leur verdict. À la question « Lazare Tessier s'est-il rendu coupable du meurtre de Louis Boulet ?» La réponse des jurés est oui, à la majorité. À la question « Lazare Tessier s'est-il rendu coupable de vol sur la personne de Louis Boulet ?» La réponse est non, à la majorité. À la question « Le meurtre commis sur la personne de M. Boulet relève-t-il des circonstances aggravantes au titre de la préméditation ?» La réponse est non, à la majorité. En conséquence, la Cour condamne Lazare Tessier à la peine de 10 années de réclusion criminelle. 10 ans? Seulement 10 ans pour un meurtre? Il s'en tire bien, le Tessier. Très bien même. Parce que 10 ans, soyons clairs, c'est une cote mal taillée. Ça traduit une demi-certitude, un demi-doute. Les jurés n'ont pas été convaincus à 100% par l'expertise du chef de l'identité judiciaire Edmond Bayle, qui grâce à son microscope pensait avoir démontré de manière incontestable que Boulet était mort dans la cave de Tessier. Si les jurés avaient été convaincus, ils auraient prononcé une peine de travaux forcés à perpétuité. Mais en 1924, que voulez-vous? Faire confiance à cette nouvelle science, c'était manifestement trop leur demander. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'enquête en 1924 à Paris sur le meurtre de Louis Boulet. Enquête dans laquelle la police scientifique, à travers l'analyse des poussières, a joué un rôle déterminant qui a mené à l'arrestation et à la condamnation d'un certain Lazare Tessier. Et je débriefe cette histoire avec vous, Philippe Marion. Vous êtes vous-même docteur en chimie organique, vous êtes expert au laboratoire de la police scientifique de Lille et vous vous intéressez depuis toujours à l'histoire de la police scientifique, ce qui a donné un bouquin publié aux éditions du 81 qui s'appelle Police scientifique, la véritable histoire des experts, dans lequel vous évoquez notamment l'affaire Boulet. C'est donc, Philippe Marion, une affaire qui fait référence dans l'histoire de la police scientifique? Alors, c'est pas vraiment une affaire qui fait référence, mais qui est extrêmement intéressante parce que justement, Edmond Bayle va travailler sur les poussières et à cette époque, en fait, on commence véritablement à travailler sur ce type d'indices. On va dire, on a commencé la police scientifique avec les empreintes digitales
les armes à feu. Et puis là, on commence véritablement à s'intéresser aux autres indices, comme les poussières dont a fait usage Edmond Bail. L'analyse des poussières, c'est une première? Alors non, en fait, la première, on la doit plutôt à Edmond Lecard, qui a créé le premier laboratoire de police scientifique à Lyon, et qui, lui, a créé ce laboratoire pour travailler un petit peu sur ces poussières, parce que ce qu'il voulait, c'est créer un laboratoire pour permettre d'analyser tous les indices qu'on va retrouver sur une scène de crime, et notamment ces poussières qui étaient, au départ, assez peu analysées. Donc c'est plutôt lui qui a commencé, et on va dire que Edmond Bail, lui, l'a fait, mais à Paris. Donc il a développé ça à Paris pour créer un laboratoire à Paris, puisque le laboratoire de Paris sera créé à peu près en 1923. Vous l'appelez Edmond Bail? Oui, Bail ou... Moi je dis Bail, mais c'est pas, je suis du sud-ouest, vous pouvez pas me reprendre là-dessus, ça se dit Bail chez nous. Voilà, je connais plein de Bail. Donc Edmond Bail, c'est le scientifique qui réalise cette affaire et qui analyse et compare les poussières qui sont sur le cadavre et dans la cape du meurtrier. Il est l'inventeur de cette technique? Alors, il n'est pas l'inventeur, mais je pense qu'il a développé cette technique au laboratoire de Paris pour en faire véritablement, on va dire, un usage en routine sur les affaires criminelles. Donc, en fait, ce sont des indices qu'on commence à étudier, et lui, il a étudié à Paris de manière assez sérieuse pour que on puisse les utiliser dans toutes les affaires criminelles qui vont avoir lieu aux alentours de Paris. Il y a une part de militantisme chez lui pour faire avancer ces techniques au service de la police? Alors, militantisme, je ne sais pas, mais je pense qu'il avait vraiment le goût de la science et le goût de servir, on va dire, les affaires de police pour permettre d'apporter des indices qui vont permettre d'identifier des criminels. Donc ça, je pense qu'il avait ça chevillé au corps. Et est-ce qu'il y a des résistances du système à l'égard de cette nouvelle science qui vient éclairer les enquêtes criminelles? Oui, au départ, il y a toujours un petit peu de résistance. Par exemple, pour l'empreinte digitale, même si on l'a utilisée en France pour la première fois avec Alphonse Bertillon en 1902, il va falloir attendre 8 ans pour qu'on puisse condamner des gens véritablement uniquement sur l'empreinte digitale. Donc les autres sciences, comme ces poussières qui sont un petit peu moins, on va dire, facilement compréhensibles par les jurés, eh bien, il va falloir attendre un petit peu de temps pour qu'on puisse vraiment leur accorder beaucoup de crédit. Mais tout en sachant quand même que là, Edmond Bail, ce qu'il a dit, c'est que en fait, on pouvait faire un lien entre la cave de Tessier et le corps de Boulet. Ces indices ne permettent pas de dire que Tessier est l'assassin. Les résistances, on les a aussi connues plus récemment avec l'ADN, par exemple. Au début, les avocats ont dit dans les procès, on ne peut pas condamner les gens sur la base de l'ADN. Oui, ça, dès qu'on apporte une preuve scientifique, en fait, il faut un moment pour que les gens et tout le monde puisse comprendre ce que ça veut dire, est-ce que c'est, et puisse, on va dire, leur donner tout le poids qui est nécessaire dans un procès. Donc il y a une part de combat quand même chez les experts scientifiques pour imposer la crédibilité de leur science, quoi. En fait, il faut faire connaître ce qu'on fait et montrer que c'est intéressant, et surtout s'entourer bien sûr de toutes les précautions pour dire qu'on ne se trompe pas. Et parce que c'est ça en fait l'important, c'est l'erreur scientifique. Et alors il y en a eu quelques-unes. Alphonse Bertillon s'est trompé dans certaines affaires, notamment sur l'affaire Dreyfus. Donc il y a toujours un petit peu cette peur de l'erreur, et donc il faut travailler dur pour réussir à montrer que la preuve scientifique est importante. Pour qu'on comprenne bien, Philippe Marion, qu'est-ce qu'on voit sous le microscope de Bail? On a compris qu'on voit du charbon, qu'on voit du sable et qu'on voit de la sciure. Mais comment est-ce qu'il est capable de dire ces poussières sur le cadavre viennent de la cave? Alors, il n'a pas utilisé que le microscope, mais par exemple pour le bois, eh bien en fait, ce qu'il prend, c'est des petits morceaux de bois. Il va en couper des petits morceaux avec des lames de rasoir. Il va examiner en fait la nature, les formes des différentes cellules qui sont présentes sur le bois pour pouvoir savoir si c'est du pin ou du chêne. Donc déjà, c'est ce qu'il va faire en fait entre la cave Donc ça veut et dire sur que les vêtements. Il va lui-même couper du pin et du chêne. Il fabrique de la sciure de manière artificielle et il compare. C'est ça. En fait, ils vont se créer des petites bases de données avec différentes essences d'arbres, et en les coupant comme ça et en examinant les cellules des petits morceaux de bois qu'il a sous les yeux, il va les comparer pour pouvoir identifier si c'est du pin, du chêne ou du bouleau. Et un grain de sable,
Ça ressemble pas à un autre grain de sable? Alors, il y a les formes. Là, en fait, ils étaient extrêmement arrondis. Donc là, il va pouvoir comparer pour voir s'ils ont la même allure. Et en fait, il n'y a pas que les grains de sable tout seuls. Il y avait le charbon qui était à peu près de la même forme, le bois, la peinture aussi. Il avait un vernis qui était semblable et qui est retrouvé dans la cave. Il y avait même des insectes, des fibres. C'est l'ensemble de ces différents indices qui fait que bien voilà, on peut retrouver des petits morceaux de bois, de chêne et de pin dans une cave, mais plus de la peinture rouge, plus du sable, plus du charbon. Ça fait beaucoup. Et retrouver tout ça dans un même endroit, c'est quand même une coïncidence qui est assez rare. On peut imaginer qu'il invente sa science au fur et à mesure, que peut-être avant cette enquête, il n'avait jamais comparé du sable avec du sable, par exemple. Alors, ça existe déjà. En fait, il y a, on va dire, à l'époque, même si on est dans les débuts des années 1900, il existe beaucoup de revues scientifiques et il y a des congrès scientifiques sur la police scientifique. Et donc, on partage les idées. Il y a des revues et surtout, là, c'est pas un pionnier de la police scientifique. Il va développer ces différentes techniques. Mais par exemple, l'analyse du sable ou du charbon, c'est ce qu'on appelle maintenant la géologie judiciaire. Elle existe déjà presque depuis une quinzaine d'années, puisque la toute première affaire, la vraiment belle affaire, c'est en 1908, c'est un Allemand qui s'appelle George Popp, qui, en fait, grâce à la terre retrouvée sous les semelles des bottes d'un supposé meurtrier, va pouvoir retracer son parcours, dire qu'il a été dans un champ là où la victime a été retrouvée, et même montrer, grâce à ces traces de terre, où l'individu a caché ses vêtements ensanglantés. Mais en 1924, c'est courant que pour une enquête criminelle, on fasse appel à l'identité judiciaire. Oui. Maintenant, à l'époque, c'était assez courant. Et c'est toujours, en fait, grâce à Edmond Lecard, qui, en 1910, quand il a créé son laboratoire, l'une des premières circulaires qui est sortie, c'était de faire appel à un laboratoire de police dès qu'on avait un crime ou délit. Systématiquement. Oui, systématiquement, c'est ce qu'il a mis en place à Lyon, et donc à Paris, c'est ce qu'on a fait de même. Il n'y a pas de résistance chez les policiers parce qu'évidemment, la police scientifique vient en conflit avec ce que eux considèrent comme étant le grand moteur de l'enquête, c'est-à-dire leur pif, leur blaire, l'intuition qu'ils ont. Alors, les laboratoires, en fait, ils ont été créés donc par des scientifiques, mais c'était surtout pour aider la police. Donc, en fait, je pense que il y a peut-être des récalcitrants, mais au vu des apports que ça a donné dans les enquêtes, je pense qu'une bonne partie était content d'avoir des policiers scientifiques, alors qui à l'époque n'étaient pas policiers puisque les laboratoires étaient un petit peu indépendants. Il a fallu attendre, je crois, 1943 pour les regrouper au ministère de l'Intérieur. Le verdict de l'affaire Boulet, il est intéressant, enfin, il est surprenant en vérité. Quand j'ai enregistré l'histoire ce matin, Maurice Paczynski, qui est le réalisateur, était stupéfait. Je l'ai lu dans son regard par ce verdict d'une grande clémence, 10 ans. Ça veut dire que les jurés n'ont pas totalement cru à ce que leur disait Edmond Bayle. Edmond Bayle, il leur a dit que, en fait, le corps de la victime était dans la cave de Tessier, mais est-ce que c'est Tessier qui l'a tué? Peut-être qu'on a joué beaucoup sur ce fait. Il y avait une absence de preuves en tant que meurtrier, donc c'est peut-être ça qui a fait que, on va dire, on l'a condamné quand même à 10 ans parce que le corps a dû séjourner dans sa cave. Et pour le reste, oui, il y avait une certaine comment dirais-je, un certain doute. Il y avait du sang dans la cave de Tessier. Il a été capable, Bayle, de dire c'est le sang de Louis Boulet. C'était possible donc à l'époque, à partir de deux taches de sang, sans l'ADN, de dire c'est le même sang. En fait, il a dit que c'était du sang humain. À l'époque, on ne pouvait... Non, pas plus. On va dire quelques années plus tard, on va commencer à voir les groupes sanguins. On va dire au début des années 30. Mais en 24, pas encore. Non, la seule chose qu'on pouvait dire, c'était différencier en fait un sang humain de sang animal. D'accord. Alors, ce qui est incroyable, c'est que 4 ans après cette affaire, Edmond Bayle est lui-même assassiné. Et oui, il sera assassiné sur les marches du palais de justice, en fait, par un justiciable qui n'avait pas été content d'une de ses expertises, puisqu'elle lui donnait tort. Et donc, comme il estimait avoir été lésé par l'expertise d'Edmond Bayle, il l'a battu à coups de revolver sur les marches du palais de justice. Pan, 3 balles. C'est ça. Merci beaucoup, Philippe Marion. Je rappelle votre bouquin « Police scientifique, la véritable histoire des experts » avec plein d'histoires à l'intérieur, dont quelques affaires américaines qui, je sais,
passionne nos auditeurs et cette affaire Boulet. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.